Après le théoricien, voici venu l'organisateur. Quittons le Saint-Empire romain germanique et faisons un bond d'une génération après Luther. Le Français, Jean Calvin, va employer toute sa vie à structurer la réforme, notamment à Genève et en France. Organisation de l'Église, de la doctrine, du rôle de l'Église et de l'État, Jean Calvin est un personnage clé pour comprendre l'essor du protestantisme en France. L'histoire du protestantisme français, un podcast réalisé par le Musée protestant et produit par la Fondation Regard Protestant. Épisode 2, le temps de Calvin. Pour nous accompagner dans ce deuxième épisode de l'histoire française du protestantisme, nous sommes toujours en compagnie d'Olivier Millet, professeur émérite à Sorbonne Université. On citera votre livre « Calvin, un homme, une œuvre ». Un auteur publié par les éditions InFolio. Vous avez écrit également une thèse, Calvin et la dynamique de la parole, étude de rhétorique réformée, parue en 92 et rééditée en 2019 aux éditions Les Classiques Garnier. Bonjour. Bonjour. Le récit d'un homme va nous servir de fil d'Ariane dans cette histoire du protestantisme en France. Jean Calvin, né à Noyon en Picardie en 1509. Il meurt en 1564. Entre ces deux dates, la réforme prend pied et secoue les bases du royaume de France. Jean Calvin, c'est le Luther français. Si l'on veut, mais ce sont deux hommes tellement différents par leur profil. D'abord par leur génération. Il y a 25 ans de différence entre eux. Ensuite, Luther, c'est un moine et un théologien. Et Calvin n'est pas un religieux, c'est un laïc. Et c'est un juriste. Donc, on n'a pas le même profil. Ensuite, Luther vit dans un trou, Wittenberg. Calvin, lui, il est de Noyon. Mais il a fait ses études à Paris. Et il est en relation avec des gens qui sont eux-mêmes en relation avec l'Italie, la Suisse, c'est tout un réseau européen, c'est celui de l'humanisme de l'époque. Donc c'est un autre monde, c'est un monde nouveau en réalité. Mais c'est vrai que Calvin a fini par se convertir au message de la réforme protestante, qui était celui de Luther, avant d'élaborer, à sa manière, les doctrines réformatrices. Donc différence de génération, différence de monde, différence de statut surtout. On n'a pas du tout affaire au même type d'individu. Et ça explique sans doute le fait que la réforme calvinienne soit assez différente de la réforme luthérienne. Enfin, la dernière grande différence, c'est que j'ai dit que Luther, c'est pas du tout un organisateur. C'est les gens autour de lui, ses collaborateurs, qui ont organisé les choses dans le Saint-Empire. Tandis que Calvin, c'est un organisateur. Et qui pense pas seulement à Genève, où il va devenir le réformateur local, pas seulement au royaume de France, mais qui pense à toute l'Europe. Donc lui, Calvin a une vision globale, immédiatement. Parce que c'est un homme du monde nouveau. Nous sommes en 1534, Jean Calvin est converti depuis 1 an seulement, et on assiste alors à une scène semblable à celle vécue à Wittenberg 17 ans plus tôt. Des affiches nombreuses sont placardées dans plusieurs villes de France, et jusque la porte du roi François Ier, ce coup de force des protestants ne va pas passer. Il va s'en suivre cette fois une répression assez féroce et des assassinats. On connaît cette phrase qu'aurait prononcée François Ier après l'affaire dite des placards. Donc, Dieu est connu pour être miséricordieux. Ce n'est pas du tout mon cas. Jean Calvin va être poussé à partir. Oui, alors, cette affaire des placards, il faut bien la situer. C'est qu'il y avait en France un mouvement réformateur interne à l'Église qui avait des appuis politiques très élevés, notamment François Ier lui-même et sa sœur, qui était alors... qui portait le titre de reine de Navarre, Marguerite de Navarre, la sœur du roi. Et il souhaitait une réforme, les historiens appellent ça depuis le XXe siècle le mouvement évangélique. Et Calvin fait partie de cette mouvance au départ. Mais ce mouvement s'est divisé. Certains ont adopté le caractère abrupt, radical, c'est-à-dire en fait schismatique par rapport à Rome, des thèses luthériennes. Et d'autres ont voulu poursuivre la réforme à la française, dans le cadre d'un royaume catholique, sous l'autorité du roi, et dans le cadre de l'Église romaine, sans rompre avec Rome. Mais il y a une rupture entre une aile radicale, c'est elle qui fait les placards, qui les affiche à Paris et ailleurs. Et ces placards dénoncent dans la messe catholique traditionnelle une véritable impiété, une idolâtrie. Et là, c'était la rupture inévitable avec le roi, et même avec Marguerite de Navarre, et avec les autorités politiques, et avec tout l'appareil ecclésiastique. Et là, il y a une rupture, effectivement, puisque le pouvoir politique français, la monarchie française ne franchira pas ce pas. Il semble que, sur le plan biographique,
Calvin se soit converti au protestantisme lui-même, c'est-à-dire une forme radicale de réforme, lorsque des proches de lui à Paris ont subi le bûcher. Il semble qu'il y a eu un choc émotionnel face à ce qui pouvait être alors interprété comme un martyr, des martyrs de la vérité évangélique. L'affaire des placards va en tout cas pousser Calvin dans son deuxième pays, la Suisse. Il va y passer beaucoup de temps. La Suisse, à ce moment de l'histoire, est aussi divisée entre réformistes et fidèles du Saint-Siège. Jean Calvin va passer donc beaucoup de temps en Suisse, et c'est là qu'il va acquérir sa stature mondiale, européenne. Tout à fait. Alors bon, la Suisse n'existe pas à cette époque, hein, c'est pas comme aujourd'hui. Il y a des territoires helvétiques qui sont indépendants, on appelle ça aujourd'hui des cantons. On appelle ça autrement au XVIe siècle. Les ligues, peu importe. Et Genève a un statut très particulier. C'est que Genève est une cité-État dont le prince, au départ, est l'évêque. Cette cité a une bourgeoisie locale qui, depuis des décennies et des décennies, la fin du Moyen-Âge, essayait de se débarrasser de son évêque sur le plan politique et social et juridique. Pour prendre en main sur les laïcs, on appelle ça le mouvement communal, c'est tout à fait typique du Moyen-Âge et de la fin du Moyen-Âge en particulier. Et la population genevoise, c'est-à-dire la bourgeoisie genevoise, a vu dans la réforme protestante la chance unique de se débarrasser définitivement de son évêque et de prendre en main ses propres affaires. En adhérant à la réforme protestante, elle rompait avec l'évêque représentant Rome, et elle avait les mains entièrement libres, y compris sur le plan religieux. Mais ce motif politique est très important. Or, Calvin de passage est retenu sur place, et il est retenu par les autorités locales. Pourquoi ? Parce que cette bourgeoisie locale, elle n'avait pas de culture autonome. Et donc, elle n'avait pas les moyens intellectuels, juridiques, sociaux, mentaux même, d'assumer son propre destin, au moment où elle décide de prendre en main son avenir, de manière autonome. Et donc Calvin, qui est un juriste, un laïc, un homme au réseau international, et qui est un homme très cultivé, c'est absolument l'homme et qui, bien sûr, propage le message de la réforme protestante, c'est l'homme de la situation. Donc Genève va engager Calvin, en le salariant, comme prédicateur, et Calvin, qui était un laïc, devient un pasteur protestant. Et Calvin, inversement, soutient ce projet de la République de Genève parce qu'il voit dans Genève un point d'appui possible pour la réforme en France, puisque Genève est francophone, et qu'elle est à la frontière de la France, tout près de la France en tout cas, un point d'appui pour diffuser la réforme protestante en France. Et c'est ce qu'il va faire pendant toute sa carrière genevoise. Après la Suisse, Jean Calvin va s'installer à Strasbourg, il se marie là-bas, et là aussi, sa popularité grandit. Oui, alors il doit quitter Genève parce que dans un premier temps, il ne s'est pas entendu avec les autorités de Genève sur la nature exacte de la réforme religieuse à mener. Donc comme Calvin est très fidèle à ses propres idées, il préfère partir. Et donc il est exilé à Strasbourg, où il devient pasteur de la paroisse de langue française de la ville de Strasbourg, qui est des germaniques. Bon. Et là, c'est très important pour lui, parce que Strasbourg mène une réforme de type protestante luthérienne, et il voit à l'œuvre une réforme bien menée, sur tous les plans, scolaires, concernant le système de santé publique, l'Église, bien sûr, la vie quotidienne, etc. Et il va s'en inspirer énormément pour ses propres idées réformatrices, celles qu'il va appliquer à Genève et donc ensuite il va essayer de diffuser en France. Donc pour lui, 1538-1541, c'est une expérience absolument fondamentale. Et donc il ne faut pas séparer Calvin de la réforme germanique, puisque c'est à Strasbourg qu'il l'a non seulement rencontré, mais connu et pratiqué de l'intérieur. Il sera d'ailleurs invité par l'empereur Charles Quint pour participer à des conférences de conciliation entre les différentes églises. Donc là, on voit qu'il a une implication directe dans l'organisation. Alors c'est pas l'empereur qui l'a invité exactement, c'est plutôt la ville de Strasbourg qui avait des délégués effectivement à des diètes où on essayait de trouver des accords politico-religieux entre catholiques et protestants. Et donc Calvin, comme juriste, mais aussi lui qui était devenu enfin un théologien, est délégué par la ville de Strasbourg à ces négociations qui ont échoué d'ailleurs. Jean Calvin, on l'a dit, né en Picardie, se rend à Paris, puis en Suisse, à Strasbourg. Jean Calvin, donc l'organisateur, c'est avant tout un voyageur aussi. C'est ça qui lui donne cette aura. Absolument. C'est un homme des contacts, des réseaux. Alors, réseau, il faut le comprendre d'abord aux sciences sociales, bien sûr, mais le plus étroit, c'est-à-dire qu'il est de Noyon, et il a fait venir à Noyon des proches de lui,
Notamment, par exemple, un ancien maire de Noyon, qui, ne pouvant pas rester en France parce que la répression religieuse était trop dangereuse, sont allés à Genève comme Calvin les y invitait. Donc il a un réseau de gens de Noyon, il a un réseau de Picardie, il a un réseau français, il a un réseau suisse puisqu'il collabore avec les autres réformateurs suisses. Il y a d'autres réformateurs en Suisse, il y a plusieurs cités-États passés à la réforme. Il a un réseau germanique à travers Strasbourg, il est allé à ces négociations entre catholiques et protestants, représenter la ville de Strasbourg avec des collègues, et là il a rencontré des Allemands. Il a un réseau aux Pays-Bas, car la Picardie, au nord de Paris, est en rapport très intense à cette époque, avec tout ce qu'il y a au nord qu'on appelle les Pays-Bas, jusqu'au Danemark. Donc à Genève, c'est une ville de réfugiés, la ville double d'habitants en 30 ans. Et cette ville de Genève, vous y rencontrez non seulement des gens qui viennent de France, mais des gens qui viennent d'Italie, qui viennent d'Espagne, de Pologne, de Hongrie, d'Angleterre, etc. Donc le calvinisme, c'est une internationale. Jean Calvin qui aide donc à la diffusion des idées de la réforme en France. Comment elles se propagent ces idées? Est-ce que ça gagne surtout les élites ou il y a un élan populaire pour la réforme? Alors il y a un peu de tout. Il y a un élan populaire, on voit bien que le message réformateur, mais déjà chez les évangéliques, avant la réforme calvinienne, notamment à Meaux, a énormément intéressé des milieux d'artisans. Donc plutôt un public, un auditoire urbain d'artisans, mais surtout dans les villes, de ce qu'on appellerait aujourd'hui des diplômés. Des marchands d'un certain niveau, qui ne sont pas eux des diplômés, mais des notaires, des avocats. Les milieux des gens de loi, les milieux des diplômés, les médecins, les juristes, les enseignants, mais aussi des religieux. Beaucoup de prêtres, de moines sont attirés par la réforme protestante. Là aussi, ce sont des gens qui ont une certaine culture. Parfois, d'ailleurs, ils deviennent pasteurs, mais pas tous. Donc, c'est très divers. La noblesse aussi. La noblesse française a vu dans la réforme protestante, pour des raisons sociales et politiques, une manière de s'affirmer et d'affirmer son autonomie et ses prétentions vis-à-vis du pouvoir monarchique. Alors, c'est très net chez des grands princes. On les connaît, hein, ces familles, les Rohan, les Bourbons, c'est le futur Henri IV, sa mère, Jeanne d'Albret, reine de Navarre, les Condé, qui font partie de la famille royale, qui descendent de Saint-Louis, et qui ont, sur 2 ou 3 générations, été les chefs militaires de la réforme protestante, quand la réforme protestante va devenir dans le royaume un parti politico-religieux. Donc la noblesse a pu voir dans la réforme protestante une manière de reconquérir un terrain perdu face à ce qu'elle ressentait comme les excès ou les empiètements d'un pouvoir royal qui était en train de devenir absolutiste. Donc il y a une dimension politique très importante dans la réforme protestante et les guerres de religion que cela va entraîner, puisque ça suppose que la noblesse s'organise militairement pour défendre des intérêts religieux, mais qui ne sont pas que religieux. Jean Calvin, figure majeure du protestantisme en France et en Europe, laisse derrière lui une œuvre de réformateur, d'organisateur, on l'a évoqué, une riche littérature. On va évoquer ensemble, Olivier Millet, plusieurs de ses livres. Peut-être tout d'abord celui qu'il écrit en Suisse en 1536. Il publie la première édition de son ouvrage « L'institution de la religion chrétienne dont le succès est considérable ». Comment on peut résumer le propos de ce livre majeur? Il a révisé son institution de la religion chrétienne à plusieurs reprises, jusqu'à la fin de sa vie, à vrai dire. Et donc la première impression qu'effectivement donnée à Bâle, parce que Bâle était une capitale de l'imprimerie, c'est une œuvre d'inspiration luthérienne. Et c'est dans les versions successives, notamment à la lumière de son expérience strasbourgeoise, dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'il va constamment l'augmenter. Ensuite, quand il reviendra à Genève, il continuera cette augmentation constante. Ça va devenir un énorme livre, hein, en 4 livres, justement, alors qu'au départ, c'est seulement 17 chapitres. Donc il va constamment l'augmenter pour préciser ses idées dans tous les domaines de la doctrine chrétienne, concernant l'organisation de l'Église, enfin tout ce qui permet de réformer le christianisme sur tous les plans. C'est un véritable programme de réformation. C'est ce que n'a pas fait Luther. C'est un programme aussi systématique et aussi complet. Luther s'est contenté si je peux dire, c'est un très grand théologien, un très grand exégète de la Bible, un très grand traducteur surtout de la Bible en allemand. Mais Luther n'a nulle part exposé longuement et de manière systématique toutes ses idées. Est-ce qu'on peut dire que Jean Calvin vient compléter
la réforme de Luther. Oui, on a affaire à un phénomène assez typique de seconde génération qui s'empare du message et de l'œuvre de la première génération et qui le reformule de manière systématique. C'est parce qu'il est un homme de la seconde génération aussi, parce qu'il est un humaniste. C'est un humaniste, c'est un laïc et c'est un juriste. Et il est évangélique, je l'ai dit, et il est aussi érasmien. C'est-à-dire qu'il lit les Écritures saintes, le Nouveau Testament, à travers le texte grec. Il sait le grec, comme tous les humanistes, les grands humanistes de son temps. C'est un homme très savant. Ce qui n'est pas du tout étonnant pour un juriste, parce que l'humanisme a pénétré très largement le milieu des juristes, pas seulement en France, mais dans toute l'Europe à l'époque. Et le calvinisme, c'est aussi une réinterprétation de la réforme luthérienne à la lumière de cette nouvelle culture, aussi bien concernant la doctrine concernant Dieu, que les sacrements, que l'Église, que la morale, que le pouvoir politique, etc. Concernant l'organisation de l'Église, il y a un autre livre important écrit par Jean Calvin, Les ordonnances ecclésiastiques. Dans cet ouvrage, il organise l'Église réformée à Genève et finalement, c'est son laboratoire, Genève. Il organise à sa façon la ville et ça va servir d'exemple. Alors, la grande question, c'est l'articulation du politique et du religieux. Et il y a un point sur lequel Calvin ne veut pas céder, c'est pour ça qu'en 1538 il a quitté Genève pour Strasbourg, avant d'être rappelé par les autorités civiles de Genève. C'est un point sur lequel il ne veut pas céder, c'est une certaine autonomie de l'Église par rapport au pouvoir politique. C'est que l'Église n'est pas une simple administration de l'État chrétien. Elle a une consistance propre, une autonomie. Et ça, il a vu à Strasbourg des expériences dans ce domaine-là qui lui ont inspiré ces ordonnances ecclésiastiques de Genève 1541. Et évidemment, à Genève, on est dans le cadre d'une petite cité-État de 15-20 000 habitants à l'époque. Et le problème, ça va être de transposer cela aux dimensions d'un royaume comme la France ou de l'Écosse, un autre royaume qui devient réformé lui aussi. Allez, troisième livre du catalogue Calvin, livre écrit à son retour à Genève, après son passage à Strasbourg, donc en 1541, il publie le traité des reliques, avec ce qu'on appellerait aujourd'hui des punchlines, des diatribes ironiques et qui attaquent frontalement la vénération des reliques, petit florilège. Au lieu de chercher Jésus-Christ en sa parole, ses sacrements et en ses grâces spirituelles, le monde, selon sa coutume, s'est amusé à ses robes, chemises et drapeaux. Si la Sainte Vierge eût été une vache et qu'elle eût été nourrice toute sa vie, à grande peine en eût-elle pu rendre telle quantité. Car partout où il y a des églises qui portent leur nom, il y en a des reliques. L'histoire du protestantisme français. Oui, alors Calvin est un écrivain brillant dans plusieurs registres. Là, nous venons d'entendre un passage ironique et mordant contre les reliques. Alors les reliques au Moyen-Âge, déjà, on dénonçait des fausses reliques, etc. C'est un thème de satire sociale, ecclésiastique, etc. Mais on n'en avait jamais tiré des conséquences proprement théologiques. C'est que Calvin, lui, s'inscrit dans la réforme protestante. C'est une véritable désacralisation. Il n'y a pas de raison il n'y a plus de culte des saints. Et donc les restes matériels des saints, y compris les prétendus restes du Christ ou de la Vierge Marie, ne doivent pas faire l'objet de culte. Et la preuve de l'absurdité de ce culte, c'est qu'effectivement, on trouve je ne sais combien de membres identiques du corps de Saint Jean-Baptiste, voire du Christ, un nombre incroyable de clous de la croix, etc. Mais c'est vrai que ces extraits sont mordants, avec une telle écriture, il doit s'attirer beaucoup d'ennemis également, Jean Calvin. Ah mais bien sûr, au moins autant, sinon plus, peut-être que Luther. Il a très très rapidement des adversaires qui sont moins brillants que lui comme écrivain. Et ça aussi, c'est très important. C'est que les idées de Calvin se répandent à partir de l'imprimerie genevoise. Calvin est un humaniste. Il attache une très grande importance aux livres imprimés, et bien aux livres bien imprimés, aux beaux livres. Il a fait venir à Genève les meilleurs imprimeurs de son temps, français, parisiens à vrai dire. Il était très exigeant sur le plan de la typographie. Mais il a aussi utilisé ces presses genevoises, donc à l'essor desquelles il a contribué énormément en faisant venir ces imprimeurs. Il les a utilisées, ces presses genevoises, comme instrument de propagande pour diffuser en France par l'imprimé les idées calviniennes.
Je ne dis pas calviniste, parce que ces idées calviniennes véhiculent aussi la réforme protestante en général dans le royaume. Et là, c'est une entreprise systématique. De Genève partent des colporteurs qui introduisent dans le royaume pour la vente, et tout ça a été caché dans des ballots, etc. Et ces colporteurs risquaient leur vie s'ils étaient pris, qui introduisent systématiquement, jusqu'au fond des provinces les plus reculées, des livres imprimés à Genève. Jean Calvin, personnage incontournable, peut-être le plus important pour la diffusion des idées de la réforme en France. En France, certainement. Absolument, parce que il y a quelque chose de systématique, je l'ai dit. Calvin a utilisé la position de Genève, où il n'était qu'un employé, d'une certaine manière, employé par les autorités civiles, comme prédicateur. Et il aurait pu être à tout moment renvoyé par ces autorités civiles. C'est pas du tout un dictateur religieux, il dépendait de l'autorité civile. Mais il a utilisé, avec l'accord des autorités genevoises, cette position, cette autonomie, cette nouvelle indépendance de Genève, comme un centre de diffusion des idées réformatrices en France, pas seulement en France, aussi vers le nord de l'Italie, vers les Pays-Bas au sens large, ça comprend à l'époque la Belgique et les Pays-Bas actuels. Toute l'Europe, on va dire, l'Europe centrale aussi, c'est très important. J'ai parlé de la Hongrie, de la Pologne, et si possible, il a essayé de la même chose vers l'Espagne, mais là, évidemment, la répression a été tellement rigoureuse que ça n'a pas eu de postérité. L'Angleterre, très important aussi. L'église anglicane est foncièrement une église réformée, même si elle a maintenu la hiérarchie épiscopale et beaucoup de choses de l'ancienne église, qu'elle a l'allure d'église romaine, catholique romaine, bien qu'elle ne soit pas, elle est rompue avec Rome, mais dans le fond, théologiquement, elle est réformée. Un dernier point sur le rapport de Genève et la France, c'est que Calvin, par là, est luthérien, il a toujours espéré et pensé que la France deviendrait protestante à partir du moment où le pouvoir royal, c'est une monarchie, se convertirait à la femme protestante. Il a donc dédié son institution de la religion chrétienne dès 1536 à François Ier. Et il a laissé cette préface jusqu'à la fin, jusqu'en 1564. Parce qu'il a toujours attendu du pouvoir royal la réforme, comme ça s'était passé en Angleterre avec Henri VIII, comme ça s'est passé dans le Saint-Empire romain germanique, des autorités politiques. Ça ne s'est jamais produit en France, évidemment. Ça a failli se produire, mais ça ne s'est pas produit. On va s'attarder dans ce balado, ce podcast sur la volonté successive de Wycliffe, Huss, Luther et enfin Calvin de traduire la Bible dans les différentes langues d'usage connues des peuples, les langues vernaculaires, et de mettre fin à l'hégémonie du latin. Vous avez évoqué un nom, Erasme, on connaît le programme Erasmus aujourd'hui. Erasme, c'est donc un humaniste, et il a cette citation très célèbre en préface du Nouveau Testament en 1516. Puissent ces livres être traduits en toutes les langues, de façon que les Écossais, les Irlandais, mais aussi les Turcs, les Sarrasins, soient en mesure de les lire et de les connaître. Puisse le paysan, au manche de sa charrue, en chanter des passages, le tisserand à ses lys, en moduler quelqu'air, ou le voyageur alléger la fatigue de la route avec ses récits. On voit que c'est important pour l'ensemble des réformateurs de pouvoir offrir les Écritures à tout le monde. Tout à fait. Alors, au Moyen-Âge, il existe des traductions de la Bible dans les langues vernaculaires, en français, etc., en allemand. Mais elles ne présentent pas le caractère qu'on dirait aujourd'hui scientifique d'une traduction. Elle d'ailleurs ne l'ambitionne pas. Ce que Erasme, qui est lui spécialiste du grec, donc du Nouveau Testament grec, demande, c'est que les textes bibliques hébraïques pour l'Ancien Testament, mais surtout pour le Nouveau Testament grec, soient traduits de manière, nous dirions aujourd'hui scientifique, c'est-à-dire absolument exacte, à partir du texte grec, sans passer par la version latine, qui est une version intermédiaire. Et ça, c'est tout à fait le programme de Luther et de Calvin et de tous les réformateurs. Il y a une traduction faite sur les textes originaux dans toutes les langues pratiquées, en tout cas écrites à cette époque en Europe. Et ça s'est réalisé. Difficulté tout de même de la traduction, on l'entend dans cet extrait du film Martin Luther. Comment va le travail ? Difficile. Les mots sont comme les enfants. Plus vous leur donnez de l'attention, plus ils en demandent. Écoute ce verset de Saint Luc. C'est la volonté du Seigneur que rien ne soit perdu. Dans notre langage, le mot volonté signifie la puissance, la volonté, faire plier quelqu'un selon son désir. Mais dans le texte grec, ce mot de 3 lettres dénote la passion, le feu, les organes internes. Ça peut vouloir dire aimer, désir, même désir sexuel. Non, ce n'est pas le mot qui est important, mais ce qu'il dit sur Dieu.
Jean Calvin, il va avoir une œuvre aussi de traduction de la Bible de manière scientifique. Vous l'avez utilisé, ce mot. Diderot va avoir cette phrase aussi concernant Jean Calvin, homme de lettres du premier ordre, écrivant en français avec une pureté singulière pour son temps. Cette pureté que nos habiles grammairiens admirent encore aujourd'hui rend ses écrits bien supérieurs à presque tous ceux du même siècle. Diderot qu'il écrit dans son encyclopédie. Tout à fait. Alors, d'abord, un mot sur Calvin, traducteur de la Bible. C'est pas lui qui l'a traduite en français à partir des originaux hébraïques et grecs, c'est son cousin, Olivetan, 1535. Mais Calvin a révisé le Nouveau Testament. Calvin a un sens, une intuition extraordinaire de la langue française, c'est-à-dire qu'il anticipe l'évolution de ce qu'est la prose française, d'idées. La prose, c'est pas la poésie, et d'idées, c'est-à-dire ce qui sert à exprimer les idées, les expliquer et les communiquer clairement à un public qui souhaite y avoir accès. Il a un sens génial de la prose d'idées. Et il va donc écrire, comme on n'écrivait pas avant lui, des idées, bien sûr théologiques, philosophiques, morales, politiques, etc., avec une efficacité, une clarté. Ça se voit par exemple dans le choix du vocabulaire, qui s'appuie sur le latin, comme toujours le français à cette époque, mais sans empêcher le lecteur qui ne sait pas le latin de comprendre. Ça se voit sur le plan de la phrase, qui est toujours conduite de telle façon que le lecteur comprend les idées qui s'enchaînent sans se perdre dans le labyrinthe de la prose. Et ça, ce qui semble simple, c'est un coup de génie. Donc c'est un grand maître de la langue française, de la prose française, et d'ailleurs il a été imité à partir des années 1560-70 par ses adversaires catholiques qui ont dû s'emparer de cet instrument calvinien pour pouvoir répondre et être aussi efficaces que lui. Et ce sera la contre-réforme du côté catholique. Je vous propose, Olivier Millet, de faire un détour par la Bretagne et de nous rendre en presqu'île de Plougastel à la rencontre de Jean-Yves Carluère, historien et spécialiste de l'histoire des protestants bretons. Jean-Yves Carluère, bonjour. Bonjour. Historien, maître de conférences honoraires à l'UBO, l'université de Brest, vous êtes en train de terminer l'écriture d'un livre intitulé « Des Bibles pour les Huguenots », livre à paraître prochainement. Vous vous intéressez dans cet ouvrage aux efforts des sociétés bibliques au XIXe siècle principalement, de rééditer des Bibles partout en France et dans les différentes langues de France. John Wycliffe, Jan Hus, Martin Luther, tous ont mis beaucoup d'efforts à traduire les Bibles dans des langues d'usage des peuples, en langue vernaculaire. Cet effort de traduction ne s'arrête pas au XVIe siècle. On retrouve un grand élan de traduction et d'édition fin XVIIIe, XIXe siècle. En France, on va donc voir apparaître des traductions en breton et en basque. Absolument, oui. Oui, puisqu'il y a un certain nombre de populations, en particulier les zones rurales, du Pays Basque et puis de la Basse-Bretagne, qui ne connaissent et ne pratiquent que leur langue celtique pour les Bretons, qui est la langue de tous les jours et où il n'y a pas de traduction de la Bible au départ. Alors, pourquoi cette volonté de traduction finalement des sociétés bibliques? C'est une volonté d'évangéliser des zones pour l'instant très catholiques. Bien, c'est-à-dire que lorsque les premières sociétés bibliques sont créées au Pays de Galles et en Grande-Bretagne, il y a une des premières traductions qui est faite dans le cadre de ce réveil du Pays de Galles de fin 18e, identitaire aussi gallois, c'est de faire une Bible en langue galloise pour que les paysans qui connaissent, qui savent lire, mais qui ne pratiquent pas l'anglais, puissent avoir le texte sacré à leur usage. Et donc, assez logiquement, lorsqu'une société biblique se crée en France, en 1818, ils vont avoir l'idée aussi que tous les Français soient concernés, y compris les minorités linguistiques, donc sur les périphéries de l'Hexagone. On le rappelle, au XIXe siècle, le français n'est absolument pas la langue parlée par tous les Français. C'est presque une langue encore minoritaire en France. Oui, c'est une langue minoritaire. Alors, je cite aussi que même, par exemple, les Cévenols ont du mal à comprendre, à parler le français de langue d'Oïl, le français du Nord. Ils sont dans un parler de langue d'oc, mais par contre, ils savent lire. Donc, il y a à la fois une langue parlée dans la famille qui est la langue d'oc,
et presque qui va devenir une langue liturgique, le français, puisque c'est la langue de la Bible, la langue du pasteur. Jean-Yves Kerluer, ces traductions dans les langues vernaculaires, ça marche, c'est utilisé, ça va permettre l'évangélisation des populations locales se convertir? Absolument. Seulement, il y aura quelques populations qui se convertissent, ça reste toujours des minorités. Ces traductions de la Bible dans les différentes langues vernaculaires en France, elles sont nombreuses. Il y a beaucoup d'éditions. On parle de dizaines, de centaines, de milliers d'exemplaires. Alors, Le Couat a eu un succès phénoménal. Donc, Guillaume Le Couat, qui est l'auteur d'une des traductions. Qui est l'auteur de la Bible, parce qu'il l'avait traduite en breton qui sentait la campagne. Un breton pratique, pas le breton de curé, le breton vernaculaire. Et il a vendu 100 000 Bibles et 2 millions de Nouveaux Testaments. C'est dire que ça a donné. Jean-Yves Kerluer, merci beaucoup. Je rappelle, historien, maître de conférences honoraire à l'UBO, l'Université de Brest, et auteur d'un livre qui est en cours de finition intitulé « La Bible en chemin, des Bibles pour les Huguenots ». Merci beaucoup. Au revoir. Merci bien. Olivier Millet, cette œuvre de traduction dans les différentes langues du monde, elle se poursuit toujours aujourd'hui ? Absolument, c'est un phénomène qui s'accélère même et qui s'universalise, puisqu'on traduit depuis surtout le Xe siècle, mais encore plus au XXe et encore plus au XXIe siècle. On traduit tout de toute langue dans toute langue et des textes de toutes sortes. Donc, je ne crois pas que ce soit un phénomène de babélisation, Babel, où on parlait au départ une seule langue et ensuite dispersion des langues pour que les êtres humains ne s'entendent pas. Je crois que c'est exactement le contraire. Ce partage de tous les livres dans toutes les langues, en tout cas là où il n'y a pas d'obstacles liés à des censures ou à des difficultés économiques, fait communiquer entre elles des sociétés, des cultures et des époques aussi différentes qui apprennent à se rencontrer et même quand c'est dans des malentendus, car il y a toujours un malentendu dans une traduction, toujours. Mais les malentendus peuvent être productifs, eux aussi, et créer de nouvelles idées, de nouveaux contacts, ouvrir de nouvelles voies. Jean Calvin va en tout cas avoir une influence certaine en Europe, on l'a évoqué, en Suisse et en France. Quel est l'héritage de Calvin aujourd'hui ? Alors, vous avez des églises qui se réclament de Calvin d'abord sur le plan historique, parce qu'elles sont nées très largement de la diffusion de la réforme par le calvinisme. Alors c'est par exemple le cas de l'Écosse. Aux Pays-Bas, les messages de Luther étaient très diffusés avant que la majorité protestante des Pays-Bas ne devienne elle-même calviniste. Donc c'est la même chose en Hongrie. Vous avez une église luthérienne qui restera luthérienne et puis une église réformée qui est calviniste. Donc vous avez des espaces entiers de l'Europe occidentale et aussi centrale, c'est très important, jusqu'en Transylvanie, en Pologne aussi, où la réforme protestante de la seconde génération, c'est-à-dire celle de Calvin, on peut dire, pour simplifier, soit prend le relais de la réforme luthérienne, soit s'y ajoute. Et puis à partir de là, c'est la diffusion mondiale, puisque le monde anglo-saxon, je pense à l'Angleterre, mais aussi à l'Écosse, mais aussi aux Pays-Bas, c'est lui-même diffusé mondialement avec la colonisation et la conquête du monde par les Européens à partir du XVIe siècle. Merci Olivier Millet pour ces deux entretiens et donc cet entretien sur Jean Calvin. Je rappelle votre ouvrage concernant Jean Calvin, Calvin, un homme, une œuvre, un auteur, publié par les éditions In Folio. Merci, au revoir. Au revoir. L'histoire du protestantisme français, un podcast réalisé par le Musée protestant et produit par la Fondation Regard Protestant.